Bonjour tout le monde, bonjour les gens qui sont là en ce moment, notamment Maxime-Alexandre Gosselin pour Topo. Il y a Myrna Boyadjian qui est une autrice, commissaire, qui va intervenir lors de la table ronde autour du projet Léviathan de Paolo Almario. On salue aussi Nathalie Dion de Caravansérail. C'est un centre d'artistes de Rimouski qui a présenté l'œuvre Léviathan à Rimouski en novembre 2019, avant l'année que l'on connaît, que je ne qualifierai pas. Évidemment, bonjour Paolo Almario, qui est le principal artiste invité, évidemment, à cette présentation d'artistes autour de son projet Léviathan, son nouveau projet, en fait, adapté en ligne par Topo. Et je vois aussi d'autres gens qui commencent à se connecter, dont Fireflies, que je ne connais pas. Mais alors voilà, c'est un peu... Moi, mon nom est Michel Lefebvre. Je suis le directeur général de l'organisme, l'agence Topo. Je suis aussi un de ses membres fondateurs. Topo a commencé en 1998 en janvier 98 avec le lancement d'une grosse fiction interactive web radio, qui est une fiction qui a marqué en fait l'histoire de l'organisme, qui allait ensuite explorer l'Internet comme nouveau territoire d'expression de la fiction, des arts visuels et des arts en général à travers les nouveaux médias qu'on qualifie maintenant d'art numérique, le domaine des arts numériques. Donc, étonnamment, nous, de Topo, on a fait beaucoup de projets Internet. On a fait énormément d'expérimentations avec l'utilisateur, le rôle de l'utilisateur, la participation du public, la géolocalisation, toutes ces choses-là, ces thèmes-là qui sont récurrents dans l'histoire du web. Et on a souhaité, à un certain moment, donner un ancrage plus physique aux œuvres web qu'on mettait en place, qu'on créait, parce qu'on passait beaucoup de mois, de temps à consacrer à la programmation, à la réalisation, à l'archivage au traitement des fichiers photographiques, sonores et au concept interactif. On mettait des mois à créer des projets et pendant ce temps-là, on n'avait aucun retentissement à l'extérieur jusqu'à ce qu'on lance les projets. Et là, ça démarrait un cycle sur parfois 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans même parfois. Et on a accompagné aussi des projets web de déclinaison sous forme de genre de performance qui faisait sens avec le projet web. On a édité aussi des publications, un DVD par rapport à un site web. On a monté différentes programmations. On a créé des installations à partir des sites web aussi, donc qui mettaient en valeur le matériel qui avait servi à la création des sites web. Et on a pris beaucoup de plaisir à donner une dimension matérielle à ces concepts abstraits, virtuels qu'on proposait à l'Internet. Et donc, depuis quelque temps, depuis 5 ans maintenant, en fait, depuis 6 ans, en fait, Topo dispose d'une vitrine d'exposition dans le pôle de création et de diffusion de Gaspé. Ici, où est-ce qu'il y a aussi au rez-de-chaussée de l'édifice où sont situés 8 autres centres d'artistes ou centres de production comme Perte de signal, Optica, Electra, Atelier circulaire, Dasbao, Occurrence, Clark. Donc, on est dans une espèce d'écosystème. Et là, avec la pandémie, c'est le désert total. L'édifice est déserté. Il y a quelques expositions qui ont lieu toujours dans les centres d'artistes depuis quelques petites semaines. La fréquentation de l'édifice est toujours un peu erratique. Et nous, à Topo, on a entrepris déjà depuis septembre dernier de migrer progressivement nos installations en ligne. En septembre,
on proposait une installation, on avait un grand retour en vitrine avec l'installation de Sven Buridans, donc Plongeon, qui est une installation qui faisait appel à la réalité augmentée. C'était aussi en vitrine, mais on a installé des affiches à l'extérieur de l'édifice pour que les gens puissent expérimenter les images qui déclenchaient de la réalité augmentée à l'extérieur de l'édifice, étant donné le confinement généralisé demandé ou déclaré le 1er octobre. Ensuite, en novembre, on a repris avec un programme d'exposition en vitrine, mais on a vraiment transféré l'essentiel du concept en ligne à travers une grosse campagne de communication autour de l'œuvre de Olli Sorenson. En janvier, on a repris un nouveau projet avec l'artiste Stéphanie Morissette, un projet de réalité virtuelle qu'on ne pouvait évidemment pas présenter dans un casque avec une expérience où les gens étaient invités à entrer dans la vitrine. Donc, on a adapté l'œuvre pour une présentation web et le site web est vraiment disponible, il est très beau. Il est d'ailleurs finaliste au prix Numix de création en œuvre numérique. Donc, c'est la création de production de XN Québec, qui est un organisme de représentation du milieu de la créativité numérique. Donc, on est très content de tout ça. Et le projet Léviathan, adapté pour le web, s'inscrit dans la droite lignée de ces projets adaptés pour l'Internet en renouvelant, en adaptant, en transposant le concept interactif de l'œuvre Internet initiale. Alors, j'inviterai maintenant, suite à ce préambule, j'inviterai nos invités de la table ronde à se présenter brièvement. Alors, peut-être en terminant par Paolo, peut-être en commençant par Myrna, ensuite Nathalie Dion de Caravansérail et Paolo. Merci beaucoup, Michel. Donc, bonjour, je m'appelle Myrna, je suis chercheuse, doctorante à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Je suis aussi chargée de cours à l'EMI, l'École multidisciplinaire de l'image de l'UQO. Je suis jusqu'à cette semaine, en fait, je termine un mandat à la galerie de l'UQO comme coordonnatrice. Et je suis très heureuse d'être parmi vous et j'ai très hâte d'entendre Paolo sur son projet. Merci. Bonjour, je suis Nathalie Dion et puis je suis chargée de projet responsable de la médiation à Caravansérail. Donc, ça va me faire plaisir de vous parler de ce qu'on a pu faire autour de l'œuvre en format robotique, en fait, qu'on a pu présenter en 2019. Merci. Moi, c'est mon tour. Bonjour, je m'appelle Paolo Almario. Je suis un artiste d'origine colombienne. Je suis établi à Chicoutimi, au Saguenay, dans la province du Québec, si jamais on a des gens qui ne connaissent pas la géographie canadienne québécoise. Je suis établi au Saguenay depuis 2011, donc ça fait déjà 10 ans. Je travaille avec des technologies numériques. Mes œuvres prennent souvent la forme d'installations qui évoluent dans le temps, qui exploitent les technologies numériques. Je suis quelqu'un qui développe mes propres logiciels et mes propres dispositifs électroniques, mécaniques et robotiques. Pour cette occasion, on a eu la chance de compter sur les ressources que l'agence Topo a mis sur ma disposition pour traduire une installation robotique vers une application plutôt web, une œuvre web. Ça a été un exercice très intéressant, puis j'ai hâte de vous en parler encore plus davantage. Alors, on te laisse continuer avec la présentation de ton travail. OK. J'ai préparé quelques diapositives. On peut essayer. Je peux partager mon écran. Oui, certainement. Bien sûr, tu devrais pouvoir. Partager mon écran. Whiteboard. Oui. Advanced. Je peux pas partager un programme, il faut que je partage tout mon écran.
On va regarder. Ça fonctionne? Oui. Génial. Ben, écoutez, je pense que j'ai que des mots de reconnaissance pour l'agence Topo. Je suis très heureux du résultat de l'œuvre Léviathan. Merci beaucoup, Michel, qui a bien expliqué les contextes dans lesquels l'œuvre Léviathan a pu avoir lieu, parce qu'on pensait qu'elle n'allait pas avoir lieu, une installation robotique interactive dans laquelle les gens doivent interagir avec des machines. On s'entend que pendant la pandémie, c'est pas facile à réaliser. Donc, cette stratégie de traduire l'œuvre sur le web, au début, m'a paru ambitieuse, mais je suis parti avec beaucoup de courage et beaucoup d'énergie pour embarquer dans ces projets. Je suis très heureux de vous présenter les résultats. Donc, pour parler du projet Léviathan, il est important de comprendre que ma démarche artistique est intimement reliée à mon historique personnel. Je porte un intérêt particulier sur le déplacement et son incidence sur la construction identitaire. Alors, j'explore la manière dont je navigue la réalité en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'acteur qui participe dans la société, c'est-à-dire comment je navigue la réalité en tant qu'immigrant, en tant que réfugié, en tant qu'exilé, en tant que beaucoup de choses. Donc, Léviathan est un projet qui est né de l'envie de comprendre mon contexte sociopolitique immédiat. Et ce contexte, à son tour, a le pouvoir de déterminer en fait mon chemin à parcourir et par la même occasion de mon identité. Alors, je pense que pour comprendre le propos de l'œuvre Léviathan, il est important que je vous donne un peu de contexte sur ma démarche, sur mon parcours, surtout que la thématique, c'est la géopolitique. Alors, je pense que ça va être intéressant de vous parler un peu de mon parcours. Vous allez voir que ça parle un peu de mon historique, mais vous allez voir que ma démarche est intimement reliée. Tout ce que je vais vous fournir comme information revient sur mes œuvres d'art, d'accord? Donc, on va commencer. Si je peux passer les diapos. Voilà. Donc, on parle de géopolitique, la Colombie, pour ceux qui ne la connaissent pas. Moi, je viens d'une région qui s'appelle le Caqueta, qui est marquée en rouge. C'est le département du Caqueta. L'équivalent au Canada, c'est une province ou un État aux États-Unis. Je suis né à la capitale du Caqueta, Florencia. Je suis né en 1998. Et ça, c'est Florencia. Hein, il fait beau comme ça toute l'année. J'ai passé quelques années de mon enfance là-dedans, puis on me voit à gauche sur cette diapositive, on voit l'artiste à devenir. Et on voit aussi ma famille, on est 5, c'est moi à gauche, mon père au milieu, mon frère, ma sœur, et je présume que c'était ma mère qui a pris la photo, je m'en souviens pas. Puis, je vous présente cela parce qu'il y a deux aspects qui sont importants à comprendre pour ce contexte-là. C'est que le premier, c'est que mon père, dès que j'ai eu une conscience de que je suis venu dans ce monde, mon père était un politicien dans ma région. Donc, lui, il était un élu à la Chambre de représentants pour le département du Caqueta, donc il était au Congrès de la Colombie. Et le deuxième aspect, c'est que dans ma région, c'est l'un des endroits où les forces armées révolutionnaires de la Colombie ont commencé dans les années 40-50. Donc, ces deux aspects veulent dire que mon père et les rebelles, donc on s'entend que les forces armées révolutionnaires de la Colombie, c'était ou ce l'est encore, on ne le sait pas trop, un groupe rebelle qui cherchait la prise du pouvoir par les armes. Ils ont une orientation marxiste-communiste. Et le fait que mon père était un politicien dans cette région faisait en sorte que lui, il s'est retrouvé avec les FARC dans des opposés d'un conflit qui avait déjà au moins 50 ans. Donc moi, j'ai grandi dans un contexte dans lequel on était harcelé de manière constante par les rebelles. J'ai grandi dans une réalité de peur, une réalité de garde-corps, une réalité de faire des déplacements en voiture blindée, une réalité dans laquelle la priorité, c'était de se garder en vie. Puis,
parallèlement, de nos jours, avec la pandémie, je ressens un peu des flashbacks de tout ce qu'on a dû vivre en Colombie. Et en 1994, en raison des harcèlements de rebelles, on a déménagé à Bogota. Je vous parlais de mes déplacements, je vous ai dit que c'est important dans ma démarche. Donc, j'avais 6 ans en 1994. Bogota, c'est la capitale de la Colombie. Et c'est une ville énorme, à 2600 mètres d'altitude, 8-9 millions d'habitants. On est arrivé à la maison que vous voyez en bas, c'est une maison blanche. Et pendant qu'on habitait dans cette maison blanche, mon père continuait à faire des déplacements entre Bogota et Florencia, ce qui faisait encore son travail politique. Et à la fin des années 1990, on était de plus en plus harcelés par les rebelles. Puis en 2001, ils ont attaqué notre maison à Florencia par surprise. Et c'était une attaque surprise à minuit. Les rapports d'intelligence militaire disent que c'était au moins une 50aine de personnes qui ont pris par assaut la maison. Ils ont attaqué avec de mitraillettes, grenades, bazookas et 2 bombes artisanales. L'attaque était si brutale que l'armée a dû repousser les rebelles avec des tanks. Et une journaliste qui était dans la ville est allée après l'attaque et a pu prendre en vidéo le résultat de l'événement avec le lever du soleil. Donc, 3 membres de ma maison étaient, 3 membres de ma famille étaient à l'intérieur de la maison. Mon père, une tante et une cousine. Les 3 ont réussi à se cacher au début de l'attaque et ils ont survécu à l'attaque avec juste quelques égratignures. Mais après, une attaque aussi violente de ma famille a été faite, on va dire. Moi, je suis parti avec ma mère et mon frère, j'avais l'âge de 13 ans, en 2001. On est parti en exil en Espagne. Ma sœur, elle était au milieu de ses études universitaires pour devenir avocate. Elle est restée à Bogota avec mon père. Et pour se garder en sécurité, on a acheté un condo dans une tour d'appartement, dernier étage, afin d'éviter une attaque similaire. Je suis revenu de l'Espagne en 2004. J'avais 15 ans et j'ai commencé mes études en design et en architecture à l'université Los Andes. Sur le campus, on le voit dans la photo. C'était dans cette université qu'on m'a offert une invitation pour faire une maîtrise en art à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc après ça, on est passé à l'UQAC. Puis j'ai accepté. Alors en 2011, je me suis retrouvé avec une bourse pour faire ma maîtrise en art et faire de la recherche pour le module en art de l'Université du Québec à Chicoutimi. C'est comme ça que je suis arrivé au Canada. Il faut savoir que pendant ma maîtrise en 2012, mon père m'a appelé, m'a dit « Paolo, je suis en train… on m'envoie en prison en ce moment, en fait, et je suis accusé d'avoir des liens avec les rebelles, avec les forces armées révolutionnaires de la Colombie, ce qui n'avait aucun sens. » Donc moi, j'ai décidé de concentrer ma maîtrise par rapport à ces sujets et j'ai fait un dernier voyage en Colombie dans lequel j'ai récolté des informations dans toutes les villes que je vous ai montrées et tous les endroits que j'appelais chez moi. Mais aussi, j'ai réussi à faire quelques collectes de données dans la cellule de mon père à la prison où il s'est retrouvé à Bogota. Donc, mes retrouvailles ont été drastiques. La conclusion, ça a été que les accusations contre mon père étaient des fausses accusations et mon père était alors un prisonnier politique. C'était en fait les mêmes systèmes judiciaires qui construisaient les fausses accusations contre mon père. Donc, le projet Formé, qu'on a vu tout à l'heure, j'ai nommé en noir, c'est un projet qui naît d'une ambition plastique très simple. La première, c'est de prendre l'attaque, et je vous ai montré les résultats de l'attaque, et de le superposer avec des personnes en haute instance qui, avec leur acte de corruption, ont permis, faciliter l'attaque contre ma maison. Donc, le résultat, ça a été une série d'installations dans lesquelles on voit les portraits des magistrats de la Cour suprême de justice qui sont composés
des petites photos, c'est des photos mosaïques, 4800 petites photos qui composent les portraits des magistrats, et les photos viennent des maisons où on a habité, dont celle qui a été attaquée à Florencia, mais aussi de la cellule de mon père. Dans cette installation, il y avait une machine robotique, donc on commence à voir l'apparition de mécanismes robotiques qui, tout au long du temps de l'exposition, s'installaient derrière les photos et les poussaient une à une. Et petit à petit, l'installation se déconstruisait, l'espace évoluait. Et comme je vous ai dit, pour moi, c'est une manière de superposer la même violence à laquelle on a été soumis, mais de le ramener en galerie de manière poétique et mener une certaine voie de proteste. Donc on voit que de ce projet, je commence à faire déjà des explorations par rapport à mon contexte sociopolitique immédiat, la manière dont ce contexte a affecté mon identité et la structure de ma famille. Le projet formé est arrivé à la fin, en 2016, lorsque grâce à des interventions d'une ONG canadienne, on a réussi à attirer l'attention médiatique sur le cas de mon père, et après 4 ans d'être en prison, on a réussi à le libérer. Donc le projet formé a pris sa fin avec cela. Par après, le projet formé a évolué et est devenu Marmelade. Marmelade, c'est un dispositif très similaire, mais cette fois-ci, on retrouve une table à manger avec des chaises dans lesquelles le public est invité à s'asseoir. Et on voit de la marmelade colombienne sur la table, et on donne du pain aux gens pour qu'ils puissent manger une tartine de marmelade. Marmelade, c'est un mot qui en Colombie est utilisé pour désigner la distribution corrompue du pouvoir. C'est comme si on tartine le pouvoir de manière irrégulière. Et cette fois-ci, les portraits des magistrats est composé, au lieu des photos des mêmes maisons, ils sont composés des étiquettes de marmelade. Donc pour Marmelade, il y a 2 aspects qui sont importants. L'évolution par rapport à mon historique, mon contexte sociopolitique. Bien que mon père a été libéré, les magistrats que lors de notre cause pour la libération de mon père, moi je faisais des accusations de corruption contre des personnes très placées en Colombie. Lorsque Marmelade a vu les jours en 2017-2018, il y en avait au moins 4 des magistrats qui avaient été inquiétés, et un se retrouve de nos jours en prison, et l'un des magistrats a pris la fuite et se retrouve aussi au Canada. Malheureusement, même si ces magistrats sont encore inquiétés ou en prison, il y a des accusations de mon père d'il y a même 2012, même avant, qui restent encore à jour, même si on s'était bâti à partir des actes de corruption. Donc, les marmelades, c'est pour moi une distribution de ce pouvoir qui est concentré sur des personnes et qui opère de manière illégitime, non régulière. Et moi, ce que je fais, c'est redistribuer le pouvoir aux gens qui viennent manger une tartine de marmelade. Ça, c'est les petites photos qui composent les portraits. Et on arrive à Léviathan. Voilà. Donc, Léviathan, c'est mon 2e effort, comme je vous ai dit, d'essayer de comprendre pourquoi c'est que nous, on a dû vivre à Réunion. Donc, avant je vois ma démarche comme un effort de m'éloigner des événements violents qu'on a vécus pour essayer de poser des questions un peu plus universelles. Le premier effort a été Marmelade, de me demander pourquoi cette corruption existe. Est-ce qu'on peut retourner le pouvoir politique aux gens? Et dans Léviathan, je viens indaguer plutôt comment les structures de pouvoir des États modernes fonctionnent et pourquoi les gens arrivent à intervenir là-dedans pour leur propre intérêt. Donc, pour Léviathan, je suis tombé sur les recherches de Thomas Hobbes qui parle de Léviathan. Même, je sais qu'on utilise la dualité sémantique de Léviathan comme un monstre marin, incontrôlable, tout puissant. Mais Léviathan, c'est aussi utilisé par Thomas Hobbes pour décrire un géant, un monstre tout puissant qui est un État
ce pouvoir est nommé comme souverain, un État souverain, c'est un léviathan. Et la particularité des léviathans, c'est que les unités qui le composent, ce qui est dans un léviathan, ce qui permet à un léviathan d'exister, c'est des unités qui interagissent entre elles et que c'est des êtres humains. Donc, cela veut dire que, mettons, moi j'imagine un léviathan comme si chacun de nous s'élève à chaque jour et va faire son travail. Ça permet qu'un État fonctionne. C'est parce qu'on se lève tous les jours, puis on va faire ce qu'on fait à chacun de nos jours, que notre notion de pays, des territoires existe et les facultés que ce État souverain a, c'est grâce à qui nous on participe à chacun de ces États. Donc, mon exploration a été plutôt d'essayer de comprendre comment ces dynamiques entre nous, qui commencent par quelque chose on ne s'imagine pas, comme quelque chose de très insignifiant, comme cette conversation qu'on a en ligne entre nous, ou même notre quotidien à la maison, dans une échelle intime, ou dans l'espace public, ou dans notre lieu de travail, tout ça compose et fournit des pouvoirs au Léviathan. Donc, là-dedans, j'ai voulu essayer de capturer le Léviathan, essayer de trouver les traces du Léviathan, et en utilisant un dispositif robotique très similaire à ceux que j'utilisais avec la destruction de mes portraits, j'ai décidé en fait de, au lieu de créer une machine à destruction, créer une machine qui va plutôt créer, une machine qui est capable de détecter les unités humaines dans Léviathan et essayer de les transcrire en traces visuelles sur une toile. Donc, le premier prototype de Léviathan, on le voit ici, comme tous mes prototypes sont construits de manière un peu archaïque, un peu artisanale, mais au fur et à mesure, il devient de plus en plus perfectionné et amélioré au niveau mécanique. On a ici une vidéo de ce premier prototype et aussi un deuxième qui a été développé. Le dispositif est équipé d'une webcam qui fait la reconnaissance faciale et permet au bras robotique de se placer à la hauteur du visage détecté. Au fur et à mesure que le visage bouge, la machine bouge et laisse ainsi une trace sur la toile derrière. Petit à petit, la machine, elle construit une cartographie, un témoignage du passage de personnes qui composent notre société ou la société où l'exposition a été présentée. Et si vous regardez la composition qui est créée, il y a aussi des points. Donc, les points, ça va cartographier aussi l'absence. Lorsque la machine ne bouge pas, la toile boit l'encre. Alors, on a une cartographie de l'absence aussi. Un deuxième prototype a été construit, cette fois-ci beaucoup moins archaïque, avec des pièces imprimées, avec des objets de précision de type CNC. Puis j'essaie d'amener mes explorations un peu plus loin avec plusieurs couches de complexité numérique. Cette fois-ci, on a fait des tests avec la réalité augmentée, essayer d'exploser les données qu'on a inscrites sur la toile avec une application de réalité augmentée. Alors, à Caravansérail, on a eu l'opportunité de présenter 6 machines en même temps dans la galerie des Caravansérail qui a ces caractéristiques qui amènent un certain degré de difficulté, mais qui font la beauté du lieu d'exposition des Caravansérail. Donc, on voit que la hauteur des plafonds est très élevée, mais aussi il s'agit d'un ancien cinéma. Donc, tant le plafond comme les planchers sont en pente. On a réussi à installer 6 machines et on a aussi des vidéos d'interaction de cela.
que Léviathan, pour moi, c'est un projet qui, au lieu de répondre à une question, me permet d'avancer dans mes recherches, dans mes questionnements. Si on est tous, si on participe tous dans les dynamiques qui permettent à un État d'exister, de fonctionner, et on s'éloigne d'une conception métaphysique de l'État, c'est-à-dire que nous, on est responsable de ce qui se passe dans nos sociétés, dans nos États. Et moi, ça me permet de poser des questions, de me dire, est-ce que les gens sont conscients de leur pouvoir dans la société, ou est-ce qu'on a encore peut-être des vestiges des anciennes monarchies européennes dans l'hémisphère occidental, dans lesquelles le roi est l'individu qui représente l'État par la grâce des dieux, et c'est pour ça qu'on ne s'inquiète pas de comment l'État opère et comment il fonctionne. Donc, j'ai réalisé que souvent, on pense à l'État comme quelque chose d'autre, d'externe à nous, le gouvernement, la manière dont il nous traite. Mais je me demande de nos jours si on est conscient qu'on est tous les gens que je cartographie avec mon œuvre. On participe tous à cette dynamique de pouvoir, et la bonne opération ou la mauvaise opération d'un État-nation dépend des interactions qu'on fait à chacun de nos jours. Et l'une des particularités de l'œuvre Léviathan, c'est aussi que j'adore que les traces et la cartographie et mon dispositif ne discriminent pas. Il détecte des visages et il laisse des traces, peu importe l'individu, peu importe sa condition, peu importe son statut. Il participe dans la dynamique et dans ce qui permet à notre société de fonctionner. Donc, pour l'œuvre web, vous avez vu la difficulté de vouloir transposer une œuvre robotique comme celle-là à une œuvre web. Et je pense que le mieux, ce sera d'aller voir l'œuvre en tant que telle. Donc, si on s'en va vers le site agenstopo.qc.ca/Léviathan, on tombe sur la page d'introduction de l'œuvre. Je vais juste ajuster mon écran. Et on voit que la première allusion qu'on a dans l'exposition de l'œuvre, c'est un monstre colossal dragon. Parce que pour moi, c'est très important de savoir que notre État et nos sociétés sont puissantes et que nous, on fait partie de cette puissance. Après, il y a beaucoup plus de descriptions, mais pour commencer, je pense que je vais couper ma webcam. Est-ce que je peux le faire? Stop vidéo. Donc, on rentre dans l'application. L'interface est très simple. Ma caméra est en train de capter mon visage. Et les traces que j'inscris sur cette version sont faites de la même manière dont elles étaient faites avec l'œuvre robotique. C'est une interaction très simple. Puis on peut voir petit à petit, lorsque les gens interagissent, on voit aussi la composition qui est créée avec les traces de toutes les personnes qui décident de participer à cette œuvre. On peut participer à plusieurs et on voit bien que la composition évolue dans le temps. Donc, j'invite les gens à voir l'œuvre, comment elle évolue dans le temps. Donc, avec ça, je pense que je conclue ma présentation du projet Léviathan. Je vous remercie. Je vous ai présenté mon contexte et aussi pourquoi je me pose les questions que je me pose et qui m'amènent à produire des projets comme celui de Léviathan. Merci beaucoup. Ben, merci, Paolo. C'est vraiment instructif, évidemment, sur l'ensemble de ta démarche. Et aussi, c'est quand même intéressant. Le processus de transition entre l'œuvre robotique in situ et l'œuvre web, vraiment, c'est vraiment un processus. La transposition, elle est exacte.
Ensuite, au niveau des tracés, là, on verra qu'est-ce qui en résulte. C'est sûr que avec Paolo, dans le processus de création, on a parlé de, éventuellement, il va se construire sur le web des tracés immenses. Puis on a convenu que, à un moment donné, ces tracés-là, on va les arrêter. Paolo va dire, OK, on fait un reset, on reprend un nouveau tableau et ces tableaux-là vont pouvoir être enregistrés et conservés pour exposition ultérieure. Là, on part du virtuel, de la virtualité pour aller vers une nouvelle matérialité de l'œuvre, donc la recréation de la toile qui est à la base tracée par un robot. Donc, on est vraiment dans une espèce de dialogue entre le virtuel et le matériel original. Là, avant de poursuivre, j'aimerais donner la parole à Nathalie Dion de Caravansérail parce qu'eux, ils ont présenté l'œuvre robotique et ils ont mis en œuvre aussi tout un travail de médiation pour une population jeune de 5 ans, 4 ou 5 ans, je crois. Oui, exact. Et, dans le cadre d'un projet, donc, il fallait faire comprendre un projet relativement complexe Oui. à une clientèle jeune, allumée et curieuse. Alors, Nathalie Dion de Caravansérail, le centre d'artistes de Rimouski. Donc, on est ici dans le triangle donc, de Chicoutimi, Rimouski, l'autre bord du fleuve, Montréal. Donc, c'est le triangle des Bermudes où tout le monde coule. Bien, merci de l'invitation. Et puis, je vais moi aussi partager mon écran avec vous. Alors, pop, pop. Donc, ça ne sera pas long. Excusez-moi. Diaporama. Lire à partir du début. Et nous, on travaille beaucoup à la médiation culturelle. C'est quelque chose, c'est un sujet qui nous préoccupe énormément. On est très intéressés par ce que vous avez. Ah, super. Donc, voilà. Ça fonctionne. Vous avez le logo de mon organisme. Excellent. Donc, Caravansérail est un centre d'artistes situé à Rimouski. Donc, avec une salle, comme Paolo l'a signalé, qui est un ancien cinéma. Donc, les plafonds sont très, très hauts et il y a une pente dans la salle même. Et puis, voici l'extérieur. Donc, la petite caravane, c'est le programme de médiation. Donc, la programmation régulière composée de 5 à 6 expositions par année. Et chaque exposition est associée avec une classe de maternelle de la petite école qui est située au coin de la rue, donc l'école de l'aquarelle. Et le défi, bien, donc, c'est d'amener les enfants de 4 à 5 4, 5, 6 ans max à venir dans le centre, venir au centre d'artistes, venir occuper l'espace et d'être initiés au langage plastique et aussi à l'heure actuelle, donc à des thématiques qui se retrouvent dans les œuvres. Donc, chaque expo est associée et puis moi, ben, j'essaie de dégager des thèmes et puis de les amener aux enfants. Donc, voici... ici, on a l'exposition de Guillaume Magitor-Provost, donc, qui parlait de la performance. Donc, la thématique avait été « Je me mets dans la peau de ». Puis ensuite, Caroline Belzile-Normand, donc, je trouve ma place dans l'espace. Et Paolo, je fais partie de l'œuvre. Donc, on va y revenir un petit peu plus tard de ces rencontres-là naissent également un petit fascicule, un petit fanzine qui est distribué aux enfants et aux familles et à l'école, et puis qui est gratuitement, et puis qui est aussi en vente au centre. Donc, je vais vous mettre le PDF dans le chat, comme ça vous pourrez le télécharger en version PDF, celui de Paolo, qui est celui-ci. J'ai fait partie de l'œuvre. Et voilà. Et puis, il y avait aussi eu cet été, bien, il devait avoir une exposition
où on invitait l'école, etc. Mais là, le super contexte actuel nous a empêchés de tenir cette activité-là, mais on a fait une exposition extérieure. Donc, voici une image. Donc, pour ce qui est de Léviathan, de Paolo, on a eu la chance d'accueillir son expo donc, en 2019. Et puis, c'était dans le cadre d'une résidence intercentre initiée par Sagami. Donc, vraiment, Paolo a pu être à Caravansérail et occuper la galerie pendant 3 semaines. Et puis, c'était vraiment très impressionnant de pouvoir assister à la création de cette œuvre-là, la matérialisation. Donc, je vous mets quelques images pour vous faire part un peu du processus. Et puis, c'est vraiment la hauteur là, de la salle là, qui était aussi tout un défi. Donc, il a travaillé très fort à tout ça. Et puis, c'était une autre époque, donc on a pu organiser des rencontres avec le Cégep de Rimouski, 2 super belles classes là, qui ont pu venir profiter de la présence de Paolo à Rimouski pour parler de sa réalité, de son contexte et puis de la réalisation de cette œuvre. Donc, c'était vraiment un autre temps. Ça, c'est le vernissage de l'exposition. Et puis, ce qui est fantastique, c'est comme on l'a vu dans la vidéo que Paolo nous a partagée tout à l'heure. C'est naturel. Les gens comprennent assez instantanément de quoi il en retourne. Et puis, c'était vraiment fascinant de voir tout le monde devenir l'œuvre, dans le fond, créer l'œuvre et puis être dans leur corps. Voilà. Donc, et puis l'œuvre a évolué ainsi là, pendant les 5 semaines. Et puis ensuite, les toiles résultantes étaient couvertes de points. Et puis, Paolo nous en a légué une au centre. Et puis, elle est maintenant encadrée et affichée dans nos bureaux fièrement. Donc, une portion du Léviathan rimousquois est maintenant avec nous pour toujours. Et puis, donc, pour ce qui est de la médiation, donc dans le cadre du programme La Petite Caravane, moi, j'avais dégagé d'emblée là, 2 thématiques qui étaient importantes dans l'œuvre de Paolo. Donc, la notion d'action collective et l'interactivité. Donc, l'idée, c'était de faire comprendre aux enfants la portée de leur action et de leur présence. Puis en discutant, c'est ça, comme Paolo était en résidence avec nous depuis 3 semaines déjà, on a pu passer du temps ensemble, puis parler de son œuvre puis de son travail. Donc, j'avais ces pistes-là pour travailler avec les enfants. Donc, notre défi avec la petite caravane, notre objectif, on se dit, c'est que plus on vient présenter ces thématiques-là, plus on vient dire aux jeunes que c'est naturel de venir ensemble d'artistes, fréquenter des œuvres d'art, que la portée est très large et vaste. Plus on commence jeune, plus ça va s'inscrire dans leur pratique après ça en tant qu'adulte. Puis, donc, c'est pour ça que le programme cible les très petits. Et on se rend compte, je me rends compte en le faisant que les petits sont comprennent à un niveau, une rapidité incroyable qui nous dépasse souvent. Donc, c'est très facile finalement. Autant qu'on se dit, oh mon Dieu, comme les notions d'interactivité, d'action collective, de performance, c'est peut-être abstrait finalement. Ils comprennent bien plus vite que nous, adultes. Donc, on commence toujours en faisant une rencontre en classe. Donc, moi, je vais à leur rencontre. Ensuite, je vais les chercher et ils viennent visiter le centre. Et ensuite, je retourne en classe pour faire un retour. Donc, ça se passe en 3 rencontres, la petite caravane en édition présentielle. Donc, j'ai ici quelques images des rencontres. C'est sûr que c'est ça. Pour la notion d'action collective, c'était assez simple de leur
montrer ça. Et puis ensuite, ben, j'avais l'interactivité, donc puis la coopération. Donc, on a fait des jeux de miroir. Ensuite, bien, laisser sa trace et le théâtre d'ombre. Donc, c'est toutes des stratégies que j'avais identifiées pour comme des stratégies préparatoires à la visite, après ça, de l'œuvre de Paolo. Donc, en salle, ben là, ici, c'est dans le centre, juste avant de découvrir l'œuvre. L'œuvre est cachée par un rideau. Là, ça, c'est le corridor comme le sas. Là. Donc, juste avant de voir l'œuvre, je leur ai refait faire le jeu du miroir. Et puis ensuite, les voilà enfin dans la salle. Donc, ils ont pu interagir et laisser leur trace et puis prendre conscience qu'ils avaient un impact. Hop, il n'a pas envoyé. Donc, PowerPoint a planté. Ouvrir récent. Alors, je reviens. Je pense que c'était pas mal ça. Je pense que... Donc, c'est apparemment... Alors, pour ce qui est de la caravane, la petite caravane édition Paolo, je fais partie de l'œuvre. Donc, la notion d'interactivité qui nécessite la coopération de plusieurs êtres ou plusieurs systèmes, c'était ça qui était intéressant d'aborder avec les enfants. Puis aussi, bien, la notion d'action collective. Donc, le spectateur n'est pas passif, il n'est pas simplement là pour regarder, mais il participe vraiment à la création de l'œuvre. Puis, il fait partie, c'est l'œuvre finale qui comporte finalement la création de tous. Alors, voilà. Bien, merci beaucoup, Nathalie Dion. C'est vraiment intéressant. Comment vous, personnellement, vous êtes arrivée à occuper ce poste-là de médiatrice, ou commissaire à la médiation culturelle ou agente de médiation culturelle ou à Caravansérail? Parce que pour mettre en place ces activités-là, il faut quand même avoir un petit sens de la pédagogie. Oui, en effet. Moi, je suis formée aux Beaux-Arts à Concordia en photographie. Et puis, je suis travailleur culturel depuis 2010 au Centre d'artistes Caravansérail depuis 2016, 17, 18 peut-être. Et puis, comme chargée de projet, en fait, donc j'ai vraiment participé à beaucoup de projets communautaires et collectifs. Et la médiation, pour moi, c'est vraiment très important. Donc, c'est un sujet auquel je m'informe depuis les débuts de mes pratiques comme travailleur culturel parce que en centre d'artistes, l'œuvre est présentée et puis ensuite, je trouve que c'est crucial qu'il y ait un écho avec la population, que l'œuvre ait un écho vraiment dans la collectivité. Et c'est ça. Donc, j'aime beaucoup cibler des groupes spécialisés et faire des visites avec ces groupes-là. Les enfants, bien là, c'est vraiment naturel parce que comme je disais, ils possèdent toute une ouverture. Donc, c'est vraiment à force de faire des recherches là, sur des outils de médiation, des pratiques de médiation qui sont déjà existantes. Puis sinon, ben, c'est mon intuition personnelle là, pour mon amour de la communication, puis de transmettre vraiment ce que les artistes ont à dire une fois qu'ils sont repartis. Parce qu'aussi, c'est ça, étant dans un centre d'artistes situé en région, l'artiste va venir installer son œuvre, puis après ça, il va quitter. Donc, c'est important après ça qu'il y ait un travail sur place de médiation qui soit fait, puis qui soit encouragé. Donc, voilà, la petite caravane, c'est né parce que le calque, grâce au calque, Conseil des arts et de l'aide du Québec, qui a tout récemment là, offert un programme qui s'appelait Première édition de programmation jeune public.
Et puis nous, on est sauté là-dedans puis c'est là qu'on a monté la petite caravane, donc à Caravansérail. Et puis ça nous a permis de réaliser une première édition. Puis là, en ce moment, ben là, il faut se réinventer, comme on dit, et puis on est bien fatigué de ça, mais ça nous pousse à faire une version hors numérique. Donc, c'est super aussi, mais on a vraiment hâte de retourner en présence aussi, là, ça c'est sûr. Mais voilà. Bien, je me pose une question aussi parce on va ensuite enchaîner avec un retour sur l'aspect politique de l'œuvre de Paulo Almario. Et est-ce que ces notions-là de traçage, de reconnaissance faciale, est-ce que ce sont des données que les enfants peuvent comprendre ou est-ce qu'ils en reçoivent plutôt le côté ludique? Est-ce qu'ils sont en mesure de capter l'intention politique derrière l'œuvre robotique Léviathan? C'est sûr que à un certain niveau, mais je pense que l'idée première, c'était l'idée de laisser une trace. Donc, la conséquence, l'action-réaction, je pense que c'était ça toute la portée de cette expo-là qu'ils pouvaient comprendre. Donc, il y avait un pouvoir d'action. Donc, c'est vraiment la notion de œuvre d'action collective là, qui va demander œuvre participative. Donc ça, ils ont très bien saisi que le résultat était dû à leur présence. Par ailleurs, je ne suis pas allée avec les enfants au niveau de la politique, pas du tout. Là. Par ailleurs, on avait pu le faire avec les étudiants du collège et la présence de Paolo. Mais je pense que l'idée de les initier sur leur pouvoir d'action en tant que citoyen, ça donne tout un champ de possibles après ça. C'est dès 5 ans, tu vois que ton action est valorisée, puis que l'action collective, ensemble, fait quelque chose que tu n'aurais pas pu faire seul ou qui se fait autrement. Donc, c'est ça aussi. Je leur faisais faire du théâtre d'ombre là, en préparation et tout. Puis, on faisait une grosse ombre géante aussi. Tu sais, je leur montrais qu'on pouvait faire seul un animal, mais que si on se mettait tous ensemble, on pouvait faire Shiva, tu sais, avec tous les bras, etc. Donc, je pense que oui, c'est des notions qui peuvent être enseignées et comprises, oui. À des niveaux divers, comme le font les pédagogues, on apprend une chose à un niveau, une autre chose à un autre C'est niveau, ça. une autre niveau. Bien, merci beaucoup. On aura l'occasion, je pense que les gens, on verra comment la discussion évolue. S'il y a d'autres questions qui sont, je pense qui sont adressées, on verra au fil du temps. Je pense qu'on va laisser la parole à Myrna. Merci. Merci beaucoup. En fait, moi, j'ai une question, Nathalie, déjà. Est-ce que les enfants avaient peur? Non, ben pas dans mais tu vois, plus là, dans l'exposition, mettons, de performance de Guillaume Adutor-Provost, ça a vraiment été un enjeu parce qu'il y avait un environnement sonore et tout. Mais dans l'œuvre de Paolo, pas du tout. Vraiment, c'était plutôt un jeu très agréable, très positif. Okay. Ouais. Ça, je me demandais. Merci. Juste pour situer un petit peu ma présence, j'ai été appelée pour écrire un texte pour ce 3e volet, en fait, de la thématique frontière à l'agence Topo. Donc, je remercie Eva en particulier et aussi Michel pour cette invitation. Puis Paolo, comme il fait partie des 3 artistes, donc ça me fait vraiment plaisir d'être ici puis d'entendre, en fait, Paolo, merci beaucoup pour, en fait, l'expression de ton récit personnel, parce que je trouve ça toujours touchant et je trouve que c'est aussi une vulnérabilité de se raconter comme ça pour un artiste. Donc, je voulais te remercier pour ça. Et aussi, j'ai trouvé très intéressant de la manière dont tu as raconté et comment, en fait, c'est articulé cette mémoire individuelle avec une mémoire collective au fil aussi de ta trajectoire artistique. Donc, on voit que il y a vraiment une transformation, en fait.
et je me suis... bon, pourquoi j'ai demandé à Nathalie si les enfants avaient eu une crainte ou peur? Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui traverse l'ensemble de tes œuvres et c'est la violence. En fait, sous différentes formes, mais je trouve qu'on est vraiment... on sent la violence, que ça soit dans Formé, que ça soit dans Léviathan, parce que juste hier, j'ai essayé moi-même de justement participer à l'œuvre. Puis, il y avait quelque chose de l'ordre de la menace, en fait. Il y avait quelque chose de l'ordre de l'appropriation que j'ai ressenti, d'une incorporation même de ce qu'on pourrait nommer le capitalisme de surveillance et tout ça. Puis, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu utilises aussi, comme tu l'as dit toi-même, que tu utilises cette violence d'une certaine façon pour la renverser et pour, tu l'appelles la violence poétique, si je me rappelle bien. Et je me suis posé un peu la question à savoir quelles seraient pour toi les conditions finalement pour qu'une violence puisse avoir un potentiel transformateur ou de transformation politique, par exemple. C'est assez pointu comme peut-être... Non, c'est une super bonne question. C'est fascinant ton analyse. C'est des questions que je me pose en continu. En fait, j'ai un autre projet dont je n'ai pas montré ici, qui s'appelle Entropie. Et dans mes recherches, je vais fouiller dans les sciences politiques, je vais fouiller dans mon historique personnel et je me pose aussi des questions par rapport aux sciences fondamentales. Tout orbite en fait dans ma recherche par rapport à l'identité, comment est-ce on navigue la réalité, comment le déplacement m'aide à me construire comme individu. Donc là, il y a la tension avec les enjeux de pouvoir politique, sociopolitique. Mais de l'autre côté, je vois des enjeux aussi de physique première, c'est-à-dire qu'on est des individus, qu'on est soumis aux lois de la thermodynamique universelle, dont celle de l'entropie qui dit que tous les objets sont en train de tomber dans le désordre, peu importe le système, tout système qui existe dans l'univers est en train de retrouver un désordre froid. C'est le plus qu'on avance dans les temps, le moins d'énergie qui existe dans le système, et de plus en plus on tombe dans le froid. Il n'y a plus d'énergie. Et nous, on est soumis dans cela. Il y a un philosophe qui je ne me souviens plus c'est qui dit que la vie, l'explication de la vie, c'est ce qui va contre l'entropie universelle, parce que paradoxalement, les êtres vivants se décomposent, mais sont capables de se reconstruire et se régénérer. Et petit à petit, à un moment donné, ils vont succomber, vont finir par mourir, puis aller dans les chaos froids, mais ils arrivent à se reproduire, alors ils persistent. Donc, c'est très fascinant parce qu'à ce moment-là, je me dis, est-ce que l'ordre universel, ce n'est pas plutôt le chaos? Est-ce que la direction à suivre, est-ce que la destruction, c'est plutôt un acte de création ou c'est la direction à suivre? Est-ce qu'on ne peut pas en échapper et puis qu'on se dit, on est censé être pacifique, pourquoi on ne l'est pas? Puis j'arrive à des conclusions aussi dans lesquelles, dans mon quotidien, lorsque les gens me parlent de mon pays, ils me disent, c'est la violence là-bas, ici, ce n'est pas le cas. Mais la manière de le voir, c'est qu'il n'y a aucune civilisation humaine qui a existé, qui n'a pas été fondée sur la violence. Tout a été fondé sur la violence. On est des êtres que dans notre historique, soit présent ou soit très lointain, il y a eu de la violence. Donc je me questionne si c'est véritablement quelque chose qu'on peut échapper, si c'est quelque chose qu'on s'auto-impose pour pouvoir vivre en société, puis faciliter les dynamiques de Léviathan et devenir encore plus puissant. Pourquoi on devient puissant en n'est pas étant violent entre nous en société, c'est pour être plus menaçant envers l'autre. Donc, c'est fascinant ces réflexions. Puis, je te dirais que je me pose la question s'il y a une violence structurante ou non. Et je me demande plutôt, est-ce que cette violence est sous notre contrôle et à quelle échelle? Donc, moi, ma manière, mettons, de me voir par rapport au contexte sociopolitique de la Colombie, je me dis, tu sais, avec mon historique, j'aurais pu faire et contribuer au fratricide colombien qui existe depuis autant d'années, parce que j'ai des arguments pour répondre avec de la violence, avec ce qu'on a vécu.
Toutefois, mon choix, c'est de faire de l'art et faire une sorte de violence poétique contrôlée en galerie, contemplative, pour plutôt se poser de questions. Alors, ma position à moi, en ce qui me concerne, c'est que je ne veux pas contribuer à cette violence. Je veux le faire avec d'autres objets qu'on va pouvoir contempler, puis plutôt faire réfléchir aux gens. Oui. Et faire réfléchir aussi, entre autres pour former, qui relève justement, où il y a vraiment, j'ai l'impression, un iconoclasme presque, une violence contre une certaine écologie politique, de ces portraits, en fait, de la magistrature, et contre une certaine fiction judiciaire aussi. J'ai vraiment l'impression, je me demande en fait si toi, tu es capable aussi d'avoir un regard critique, non seulement par rapport à ta situation familiale directe, mais aussi par rapport à ta posture et la posture, par exemple, de l'État face à la colonisation, face justement aux injustices de cette structure étatique, par exemple, à cette époque. Est-ce que tu avais capable de cette distance? Je dirais que je suis partagé. Pourquoi? Parce que je pense que ma vie a été un constant va-et-vient d'essayer de comprendre divers léviathans, chacun avec ses enjeux et ses particularités. Alors, si j'ai une posture, une prise de perspective, c'est à cet égard. Je pense que par rapport à mes compatriotes qui n'ont jamais sorti de la Colombie, qui n'ont jamais vécu dans une société différente, moi, une phrase que j'aime bien, c'est que le poisson, il ne sait pas qu'il est dans l'eau. Donc, j'ai pu sortir de plusieurs écosystèmes où il y a plusieurs enjeux qui ne sont pas les mêmes de plusieurs sociétés. Ça me permet d'avoir une certaine perspective, mais je ne pense pas qu'elle est absolue. Et je ne prétends pas non plus d'arriver à là. Je pense que ce qui m'intrigue et ce que j'essaie d'explorer avec ma pratique, c'est comment mon interface biologique, sensorielle, prend ces informations et comment je les utilise pour construire une notion de moi. Donc, tant dans l'aspect physique, avec cette violence qui est quelque chose de physique, mais qui vient qui est la conséquence des actes de corruption des instances en haut. Donc, pour moi, toutes ces informations sensorielles, j'essaie de le capter avec les outils que j'ai à ma main, puis j'essaie de construire ou déconstruire quelque chose à partir de ça pour juste essayer de donner un sens à moi, à ma vie, à la réalité. Et c'est ce que je partage aux gens. Et aussi à la coexistence, en fait, des êtres, dans cette construction aussi de l'identité, j'imagine, parce que tu travailles beaucoup, justement, dans la relation quand même. Puis, je ne sais pas si tu veux revenir un peu sur, en fait, le terme que toi, tu as utilisé et que tu as forgé, qui est la spatialité de l'être. Et je me suis un peu posé la question à savoir qu'est-ce que, en fait, avec le numérique, cette spatialité de l'être, comment elle existe, en fait, et comment, parce qu'on est toujours dans des espaces, on est dans un espace qui est un espace naturel et aussi dans un espace artificiel. Et on se définit et on a des relations aussi qui sont différentes, si je peux dire, je ne sais pas. Tout à fait. Je pense qu'avec ça, on pourrait profiter et faire le pont avec la thématique frontière. Ouais. Parce que, oui, la notion de spatialité de l'être, c'est mon concept de création. Vous voyez que moi, je reviens toujours aux questions d'identité, questions politiques, identité, comment on se forme, comment on se donne un sens des noms, de moi, de soi. Mais les variables sont multiples. Moi, ce qui m'intéresse à la base, derrière tout cela, c'est véritablement comment le lieu, l'espace qu'on habite, l'espace-temps, comment on le perçoit et comment il devient information sensorielle et comment cette information sensorielle après rentre dans notre système et nous permet de fabriquer cette notion de nous. À la base, la spatialité de l'être, je le vois comme si c'était une méga base des données, mais des données non numériques, mais plutôt spatiales. Tu vois, si on faisait un parcours de la vie de quelqu'un, puis on arrivait à capturer
chacune des informations sensorielles spatiales à laquelle un individu a été soumis, je pense que j'aurais, comme observateur, une notion de qui est cet individu. Et je pense que ça se retrouve un peu dans notre langage courant. Tu viens de quelle ville, tu viens de quelle région, tu viens de quelle... Ça se mélange avec une notion de territoire aussi. Comment est-ce qu'on habite dans tel lieu? Comment est-ce qu'on interagit dans tel autre lieu? Alors moi, je suis comme ça. Je pense que mon ambition, ça va jamais de comprendre véritablement comment ce système fonctionne. Sinon, j'essaie de le découvrir je vois ma pratique artistique comme un système qui va permettre de comprendre juste un petit peu plus à la fois par rapport à cette identité spatiale. Et dans cette notion d'identité, alors dans mes premiers projets que vous avez vus avec les visages qui se déconstruisent, le portrait sont des portraits, c'est des photomosaïques, mais en même temps, c'est des modules architecturaux qui délimitent un espace. Donc, les portraits, ils étaient disposés dans l'installation de manière très réfléchie. Souvent, ils s'enfermaient l'espace de la cellule où mon père a été emprisonné. Aussi, c'était des espaces intimes. Parfois, je faisais un lit, le lit de la cellule de mon père. Et après, le fait que la machine vient détruire ce module, pour moi, c'est comme l'acte ultime de affecter l'identité spatiale de quelqu'un. J'ai un mur qui existe, qui me divise, qui me protège. Le mur est là pour me protéger. La frontière existe parce que je veux être là, puis j'ai peur de ce qui est au-delà. Alors, je bâtis un mur. Et le mur de ma maison va garder l'échelle intime, les interactions intimes qui se passent avec les individus de ma famille. Puis, l'effet de venir détruire cette frontière, pour moi, ça a une incidence non seulement sur l'infrastructure, mais aussi sur l'identité spatiale. Il y a une partie de moi qui a été cassée, une partie de moi qui a été détruite, pas par acte et grâce de Dieu, sinon par quelqu'un qui a voulu venir affecter mon identité. Et moi, j'ai des réflexions parfois qui... Tuer quelqu'un, excusez-moi de le dire de manière aussi froide, tuer quelqu'un, c'est très facile. L'attaque que nous, on a vécue, c'était disproportionné, c'était une démonstration de pouvoir. Je peux détruire ta maison, je peux prendre une capitale d'une région avec une force armée et je peux aller manifester ma force avec l'ambition de juste tuer quelqu'un. Donc, pour moi, ça a été pas seulement détruire notre identité et notre être, sinon aussi l'identité collective de la ville, du pays, passer un message. Donc, à partir de là, on peut naviguer beaucoup sur la notion de spatialité de l'être, mais je pense que j'aimerais revenir sur la notion de module architectural comme frontière qui nous divise, qui divise le dehors, le dedans, l'intime, le non-intime, l'espace public. Et voilà, peut-être dans ma pratique, c'est ça ce que j'essaie de construire, des lignes de murs. Je déconstruis, j'ai créé des lignes, j'ai créé des tracés. Mais ça m'intéresse de savoir un petit peu, une dernière peut-être réaction de ma part, mais tu sais, dans ce tracé, en fait, justement, dans cette accumulation des tracés, des frontières et tout ça, même si elles sont invisibles, hein, elles existent parce que du moment où on est conscient, en fait, de nos déplacements, de comment, en fait, l'architecture influe sur la manière dont, par exemple, on fait l'expérience d'un territoire, on voit déjà toutes les frontières qui existent de manière invisible. Mais je m'en demande un petit peu quelle est, par exemple, ta vision de la liberté, en fait. Quelle est la place, en fait, que prend cette capacité d'exercer la liberté ou le fait de, j'ai l'impression, par ton histoire personnelle, quand tu nous racontes que tous tes déplacements étaient très calculés, que tu devais avoir tu étais très conscient, en fait, tu avais des gardes du corps et tout ça. J'ai l'impression qu'il y a quand même une menace qui était constante sur ta capacité d'exercer la liberté. Non?
Oui, oui, tout à fait. Il y a plusieurs aspects qui viennent dans ma tête. Ouais, Je vais c'est des essayer de grandes les nommer questions. sans trop m'imperdre. Là, j'en ai 3 ou peut-être 4. Le premier, dans ma vision d'une identité qui vient qui est construite à partir des données spatiales, je pense que on ne peut pas se considérer tout à fait libre dans la mesure dont on est déterminé par quelque chose, par une information. Donc, si j'ai bâti mon identité dans le contexte dont tu es en train de me dire, dans lequel il fallait que je fasse attention à absolument tout, chaque lieu, c'est gardé en sécurité, ben, je développe une certaine manière d'agir et d'interagir avec la réalité, dans laquelle je peux me poser la question, est-ce que c'est véritablement ma décision, est-ce que c'est véritablement moi qui est comme ça, ou c'est plutôt quelque chose qui a été incorporé ou mis dans mon système. Et pour moi, ça a été très révélateur de partir de la Colombie, parce que j'ai grandi dans cet environnement. La réalité, c'était cela. Alors, le fait d'aller voir comment ça s'est passé la vie en Espagne, j'ai pas besoin, je peux aller à un resto puis m'asseoir à côté d'une fenêtre. C'était une grande découverte pour moi. On ne pouvait pas s'asseoir à côté d'une fenêtre dans un resto. La menace était si grande. Donc, est-ce que j'étais véritablement libre? Ou après, lorsque je laisse aller ma réflexion, est-ce que je m'assois à côté d'une fenêtre parce qu'un architecte a décidé de mettre une fenêtre là? Est-ce que je suis véritablement en contrôle de mon confort et de comment je navigue la réalité, ou je suis plutôt déterminé par les gens qui tracent des lignes, qui disent, toi, c'est par ici qu'on doit marcher, c'est par là que tu dois aller à ta cuisine, et c'est par là que tu te couches pour dormir, puis c'est là que tu prends ta douche. Et personne brise cela. Donc, est-ce qu'on est véritablement libre? Ben, écoute, je sais pas. Je pense que lorsque j'exprime que je navigue la réalité, je le vois plutôt comme ça. J'essaie de comprendre ce qui est à ma portée, puis j'essaie juste de naviguer c'est toutes ces variables. Il y avait une autre notion qui me fait penser aussi, c'est la notion de vulnérabilité. On l'a exprimé, tu l'as exprimé à un certain moment. Je pense que la pandémie, d'une certaine manière, m'a rapproché des gens, parce que pour une fois, je sens, mettons, que je partage un sentiment avec les autres qui comprennent ce que c'est d'être vulnérable dans la mesure où ma vie est en danger et qu'il faut que j'agisse en conséquence. Donc, je vois les gens réagir à cela d'une manière ou d'une autre. On voit des gens qui agissent de manière très violente parce qu'ils ne veulent pas porter un masque, mais toutes les proportions gardées. Toute position est respectable, mais aussi, là, je me dis, il y a une certaine notion de liberté avec les enjeux de notre société. Et heureusement, on peut, au moins, j'ai l'impression d'être libre. Je sais pas, parfois, je tripe sur des philosophes qui disent, heureusement, on pense qu'on est libre. Donc, si je suis satisfait en pensant que je suis libre, écoute, peut-être ça va faire mon affaire. Quoi d'autre? Je pense qu'aussi, il y a des notions intéressantes au niveau avec mes œuvres, que Léviathan version web amène, c'est l'interface. C'est le fait d'être confronté à une matérialité, un robot, quelque chose qui fait peur, une certaine menace réelle. Le robot, il est lourd. Mais aussi, je suis captivé par le fait que l'œuvre web est capable aussi de transmettre une certaine menace. D'une certaine manière, on est seul, mettons, dans notre environnement en train d'interagir avec mon œuvre, mais c'est la même interface qu'on utilise pour communiquer avec la planète, c'est la même interface qu'on utilise pour construire notre collectivité numérique de nos jours, et c'est la nouvelle manière dont on est forcé à se réinventer avec ces interfaces-là. Donc, il y a des nouvelles notions intéressantes. Tout ce qu'on vient de parler, lorsqu'on le superpose sur le web, pour moi, ça explose aussi comme possibilité de réflexion et d'avancement dans mes recherches. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je vais nommer. Ouais. Merci, Paolo. Ouais. Paolo, tu as mentionné tout à l'heure que tu avais moi, j'étais curieux avec ta prochaine œuvre. Tu as une œuvre en tête qui est, je l'ai noté dans mon truc là aussi, Entropie.
Ah oui, ça c'était un autre aspect que je voulais parler. Oui, donc entropie, tu avais une question? Ben oui, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que ça peut nous donner une dimension vers le futur. On a vu la dimension Euh, passée, on a vu la dimension ouais, présente. Ensuite, j'ai une autre question aussi. Ensuite, je ben, passerai la parole au public. entropie, c'est un dispositif très similaire à celui des portraits qui se déconstruisent. Toutefois, il n'y a pas de portrait, c'est juste un canvas blanc avec des petites photos. Et lorsque les gens arrivent dans la galerie, c'est leur projet, c'est leur portrait qui est projeté sur le canvas en temps réel, en vidéo, ça devient un miroir vidéo, et la machine vient déconstruire le portrait. Donc, ça vient, je m'éloigne un peu des notions politiques, puis vous voyez que j'essaie de un peu recycler mes dispositifs pour m'améliorer aussi au niveau technique. J'essaie d'exploiter toutes les possibilités de mes dispositifs. Et dans Entropie, ce que j'essaie, c'est plutôt de poser la question, tu sais, il y a des données qui circulent dans Internet. Après 7 ans ou après 10 ans, on n'a aucune molécule ou aucune particule de nous qui existait il y a 10 ans. Donc, si on est en train de se régénérer à un taux de rafraîchissement de quelques années, à quel moment je deviens quelqu'un d'autre si ma matière n'est pas la même qui existait il y a quelques années. Donc, j'essaye d'amener ces questionnements identitaires, mais plutôt avec des notions de physique, physique élémentaire. Et tout de même, je pense que je ne peux pas échapper à mon médium de prédilection en art numérique, le fait d'avoir une caméra qui capte le visage des gens, qui est projeté. Après, il y a une superposition de ces notions d'identité vers c'est quoi une identité numérique? Est-ce qu'on se construit nous-mêmes? Est-ce qu'on se déconstruit? Qui est en possession de notre identité numérique? Est-ce qu'on a le contrôle sur ça ou pas? Donc, moi, je vois ma pratique en plusieurs branches. Et j'essaie de suivre un chemin puis essayer d'avancer le plus possible. L'identité numérique, c'est vraiment à l'ordre du jour. Je veux dire, il y a l'identité numérique à travers l'image, il y a l'identité numérique à travers les cartes, les modes d'identification, les données, les empreintes digitales, l'iris, les mots de passe. Là, on plonge la carte universelle santé, la carte universelle vaccin. L'unicité, la lecture de notre ADN, l'identité numérique, on plonge vraiment là-dedans. Une dernière question. Vous vous rappelez du vol d'identité des jardins? Oui, c'est très récent. Moi, je sais, mais c'est quelle donnée qui a été volée? Je veux savoir c'est quoi ce qui définit l'identité de quelqu'un. Je crois qu'on nage dans le brouillard par rapport à ce qui a été volé de nous. Exact. Sinon, une petite question technique pour la postérité. Le site web a été adapté par Paolo. Tout le modèle robotique a été adapté par Paolo à travers un script de programmation et les données qui sont captées sont traitées par les logiciels, pas les logiciels, mais le système de serveurs d'Amazon, donc Amazon Servers, qui sont des gros logiciels dans le cloud qui sont en mesure de générer la capacité de traitement de données qui sont captées en temps réel. Là, il y a un enjeu à la fois technique, éthique. Qu'en est-il de la durabilité? Combien de temps ça va durer? Quelle quantité de données est captée? Quel est le poids de la base de données, des données qui est captée, alors que c'est juste les données de positionnement du visage qui sont captées en temps réel, mais ça génère, ça monte, d'où l'idée, à un moment donné, de Paolo, ben, dit, on va débrancher la création du tableau, on va générer un nouveau tableau, on va mettre une date sur le tableau X, puis on va avoir, voici le tableau du 27 avril, puis là, on part un nouveau tableau, puis on aura un nouveau tableau de 3 mai. Mais la dimension technique, j'aimerais ça que tu l'expliques un petit peu parce que nous, on peut juste répéter une interprétation qu'on a. Oui, tu as raison. Je pense que tu l'écris bien. Moi,
L'application web est ouverte, l'œuvre web est ouverte à n'importe qui a accès à un navigateur. Donc, on peut avoir beaucoup de personnes qui se connectent en même temps, puis on peut générer un flux de données assez considérable, ce qui risquait et ce qui a compromis en fait dans mes tests mon propre serveur à moi. D'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi mon site web est pas accessible dans ce moment, c'est parce que Léviathan, je l'ai explosé avec Léviathan, mon serveur. Donc, on est allé vers Amazon. Donc, il y a une question éthique qui se pose. Si je relocalise les données ailleurs, quelles données je vais garder? Et déjà, il faut savoir, on l'a mis dans la description du projet, que on ne garde aucune image captée. Il n'y a aucun portrait, aucune information personnelle qui est gardée des gens dans les serveurs. On a juste 3 données qui sont gardées. C'est une donnée de position X, position Y et une donnée de temps d'exposition. Avec ces 3 données, je suis capable de créer le visuel qu'on voit sur l'application. Je pense j'ai une expertise en web, donc j'ai réussi à traduire. En fait, je ne me considère pas un expert en robotique ni en électronique, malgré le projet que vous avez vu. C'est hors ma zone de confort, et plutôt le web, c'est ma zone de confort. Donc, j'ai été content de pouvoir traduire quelque chose de robotique à l'ordinateur qui fonctionne de manière assez efficace. C'est très simple comme interface, mais ça peut devenir très lourd comme traitement des données. Et on a réussi en très peu de temps. On a travaillé 2 semaines à monter l'application, 3 semaines, je pense. Et après, ça a été tout ce qui était autour de l'application avec l'équipe de feu, Maxime, Gabriel et Michel qui m'ont beaucoup aidé. J'espère que j'oublie personne. Mais voilà, c'est pas juste l'application, c'est aussi la manière, le user interface qu'il faut penser, comment on amène les gens. Et j'aimerais, je pense, éventuellement aller plus loin. J'ai l'impression qu'on a quelque chose d'extraordinaire dans le moment, qu'il y a beaucoup d'avenir, que j'aimerais prendre peut-être le temps de l'amener à une autre chose, pas dire meilleur, mais plutôt peut-être saisir et avoir un contrôle, tout ce que je peux avec ce dispositif et voir qu'est-ce que ça peut générer chez les gens. Je suis très heureux de ce qu'on a réalisé. Pour les gens qui s'intéressent, c'est programmé à HTML5, CSS, tout est fait en JavaScript. J'utilise un algorithme gratuit, ouvert, de captation reconnaissance des visages. Et avec ça, j'ai réussi à monter. Ce qui fait la graphique, ça s'appelle un élément Canvas, qui permet de dessiner sur n'importe quel site web. Et voilà. Bien, merci, Paulo. Je pense que c'est temps d'ouvrir la discussion à quelques personnes présentes. Des questions? Des questions pour Nathalie Dion, Myrna, Paulo? Les processus de médiation culturelle? J'aurais une chose à dire. Si jamais je peux inclure quelque chose, tu m'as posé la question, Michel, par rapport à qu'est-ce qui s'en vient. Ouais. Entropie, c'est un projet qui est déjà en circulation. Je suis en train de travailler sur la notion de la fuite, un projet qui s'appelle Cartographie de la fuite. Et dans ce projet, je l'espère, je vais pouvoir commencer cette année, s'il est financé, à commencer à explorer plutôt les notions de mon exil. Ce que je vous ai présenté aujourd'hui a donné comme conséquence, a eu des réactions en Colombie, puis je me suis retrouvé à demander la protection au gouvernement canadien qui m'a donc octroyé en 2015, donc j'ai le statut de réfugié et depuis 2012 je ne peux pas retourner en Colombie, donc ça fait quelques années. Donc cette notion toutes les notions qu'on a discutées orbitent aussi autour de cette nostalgie du territoire, des racines et de l'impossibilité de traverser une frontière. Et j'espère explorer ces notions-là dans le projet Cartographie de la fuite.
Bien, merci. Cela dit, étant allé en Colombie, il y a aussi Eva Quintas ici, qui est présente parmi nous, qui est aussi allée en Colombie. C'est quand même un beau pays. Mais bon, on ne l'a pas connu, on l'a connu de l'extérieur, on ne l'a pas connu de vraiment complètement de l'intérieur avec une telle proximité socio-historique. Bien, merci Paolo, merci Nathalie, merci Myrna, merci Maxime, Eva. Évidemment, la conférence va être archivée. Le site web va être disponible. Les tableaux seront régulièrement mis à jour en fonction du nombre du data qui est collecté puis du poids de traitement de chacun des tableaux. Et ces tableaux seront disponibles pour exposition ultérieure. C'est un peu à la conclusion à laquelle on est arrivé. On verra comment ça se passe en fonction de la participation. Et c'est quand même une belle œuvre web conceptuelle. Je pense qu'il y a des beaux défis encore à relever avec le web. Ce n'est pas le premier défi qu'on fait à Topo avec le web. Je pense qu'on va continuer à le faire. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michela. Merci. Équipe de feu, merci Myrna, Nathalie, Maxime, Eva, Gabriel. Vous êtes incroyables. Merci beaucoup. Merci. On te renvoie le compliment. Ouais. Merci, Paolo. Bye bye. Merci tout le monde. Au revoir.